Bonsoir à tous, bonsoir Twitch. Moi je vais vous parler, on va aller un peu plus en profondeur sur l'aspect surtout infra et comment on a refait OpenAI en open source. Enfin, en gros, c'est comment on a fait notre propre IA hébergée à partir d'outils open source. Donc, petit disclaimer quand même avant de commencer, je ne suis pas un data scientist, encore moins un machine learning engineer, et on n'est pas non plus une boîte d'édition de modèles. En fait, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est vraiment le fruit de nos travaux pour monter notre propre stack IA. Mais pourquoi on a fait notre propre stack IA? Grégory et Oda, on vient d'en parler chez Renault. Ils avaient aussi on avait un peu la même problématique que le groupe Renault. En fait, on voulait être autonome et donc pouvoir être libre de choisir notre infra, les modèles qu'on voulait utiliser pour notre IA. On avait surtout une grosse problématique de gouvernance, de contrôle des données, de maîtrise du périmètre. Il faut savoir que moi, je bosse chez Iguane Solutions. Iguane Solutions, on est un hébergeur d'infrastructures et on voulait utiliser l'IA pour mieux servir nos clients. Mais on n'était pas à l'aise à l'idée de filer des informations confidentielles d'infrastructures de nos clients à des IA tierces. Donc on voulait avoir une maîtrise totale du périmètre, sans parler du coût de génération de documentation à chaque fois. Et Grégory en parlait, ça peut vite coûter très cher. Et enfin, on voulait aussi acquérir une expertise dans le domaine de la gestion des infrastructures IA, tout simplement parce qu'on s'est dit que ça allait changer le métier, et que si on veut aussi continuer d'exister dans notre métier de gestionnaire d'infrastructures, on doit savoir gérer des infra IA. Donc, on va ouvrir le capot. Qu'est-ce qu'il y a sous les IA génératives? En fait, le point commun entre tous les systèmes d'IA que vous utilisez certainement tous aujourd'hui, que ce soit Gemini, OpenAI, Mistral, DeepSeek, etc., c'est qu'ils partagent tous le même concept de plateforme. En fait, une plateforme IA, c'est quoi? C'est de l'infra, des modèles, des outils d'orchestration de ces modèles, de métrologie, de supervision, d'entraînement, etc., sur lesquels on va brancher des applications. Donc, on va construire, en fait, je vais vous donner quelques tips pour comment on peut faire pour faire sa propre infra. Quelle infra minimale? Quel modèle LLM? Bon, nous, on a surtout accès à des modèles open weight, de préférence. Et quelles sont les performances qu'on peut attendre de sa propre infrastructure. Et à la fin, je vous montrerai un petit use case sympa qu'on a mis en place avec cette infra. Donc parlons infra. Bien sûr, il faut du GPU. Vous n'êtes pas sans savoir que, sauf ceux qui ont essayé de faire de l'inférence sur CPU, mais en termes de performance, à l'échelle d'une entreprise, on est assez vite limité. Le GPU, pourquoi? Tout simplement parce que les GPU ils sont capables de faire énormément de calculs en parallèle par rapport à un CPU qui a un nombre de cœurs limité, et donc le parallélisme n'est pas là, on est plus sur du séquentiel en CPU. Et aussi parce que les processeurs graphiques embarquent une RAM directement dédiée dans la puce, qui est plus performante et plus rapide que la RAM de votre serveur ou de votre laptop. Donc en gros, le GPU est plus adapté à l'IA que le CPU. Et encore, pourquoi donc l'importance du GPU, et le GPU est important pour faire de l'inférence, c'est aussi parce qu'on a une performance maximale si on utilise seulement le GPU. Il y a eu des déploiements, nous on avait aussi expérimenté au début, forcément les modèles ils étaient un peu gros, on n'avait pas forcément des super gros GPU, et donc en fait le modèle ne tenait pas dans la RAM du GPU, il y avait un offloading sur le RAM du CPU, ce qui entraîne un échange entre le CPU, les deux RAM, etc. Et donc en fait en termes de performance, on était limité par la performance de la RAM et pas de la VRAM. Donc pour avoir une meilleure performance, il faut que l'entièreté du processus, que ce soit la taille du modèle et tout le contexte, donc en gros le prompt et tout ce que vous envoyez à votre LLM, tienne dans la RAM du GPU. Donc c'est un paramètre dimensionnant de votre infrastructure. Donc regardons qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui pour les modèles. Je vous présente un tableau avec différents types de modèles, de différentes tailles, en open weight. Aujourd'hui, DeepSeek, qui a fait parler de lui en début d'année avec le DeepSeek R1, il faut savoir que le DeepSeek V3 qui est sorti un peu après est énorme.
il fait 685 milliards de paramètres. Bon, on est encore loin des modèles de Google, du dernier qui est sorti aujourd'hui, mais on est quand même sur un modèle assez costaud. 685 milliards de paramètres, il fait 700 gigas. Les Qwen, en fonction de leur taille, on est sur du modèle un peu plus petit. Des modèles de 80B, pareil, on est un peu plus petit. Et Kimi, qui est un modèle qui est sorti très récemment également, de chez Moonshot AI, un modèle chinois. Lui, il a 1 milliard de paramètres. Et sa taille, elle fait 1000 gigas. Donc 1 teraoctet de RAM. Ça fait quelques GPU, vous vous en doutez. Donc en gros, quels sont les GPU qui existent aujourd'hui sur le marché? Je n'ai pas mis les toutes dernières B200 et B300 de chez NVIDIA, mais j'aurais pu, c'est vrai. Là, ce que je voulais, c'était avoir quelques GPU, on va dire, courants du marché. Alors, il y a beaucoup de NVIDIA, on va dire qu'ils sont un peu les leaders quand même dans l'IA aujourd'hui. J'ai voulu citer AMD avec un GPU qui me semblait être pertinent par rapport à ce qu'il existe sur le marché. Donc voilà, donc on a plusieurs types de GPU, plusieurs types de générations, et vous voyez, la RAM, en fait, on n'est pas du tout à la taille de ce qu'on avait au niveau des modèles. Donc ça veut dire qu'il faut potentiellement plusieurs GPU pour héberger un seul modèle. Quand on connaît le prix des GPU aujourd'hui, ça fait vite cher. Et ça explique pourquoi, en fait, le vrai prix de l'IA est très cher. Donc si on reprend un des modèles que j'ai cité précédemment, prenons par exemple un modèle 80B, Qwen 3, donc un modèle chinois, récent qui permet de faire pas mal de choses sympas. C'est un modèle Mixture of Experts, donc en fait il a 80 milliards de paramètres, il a un actif 3 et il a plusieurs experts et il choisit d'activer l'expert adapté au prompt. Dans sa version originelle au format BF16, qui est un format du coup sur 16 bits, 2 octets, sa taille fait 164 Go. Les modèles, aujourd'hui on a souvent des modèles FP8, donc qui sont un peu quantifiés, compressés. Donc ça tient sur 1 octet les paramètres. Donc il fait 82 Go de taille. Si on reprend, et comme je l'ai dit, il y a le modèle qui fait une certaine taille, et il faut un peu de VRAM pour héberger aussi le contexte, votre requête. Nous, on a mesuré sur nos derniers benchmarks sur des RTX 6000 et des H200, je spoil un peu le tableau d'après, qu'on avait besoin de 6 Go de VRAM pour 262 000 tokens. 262 000 tokens, c'est la fenêtre du modèle. Donc si on reprend le tableau des GPU possibles, pour mon modèle de 82 Go plus quelques gigs pour le cache, ben en fait on élimine les modèles qui ont que 80 Go de RAM ou moins. Donc on aurait une H200 chez NVIDIA, les dernières RTX 6000 Pro ou l'AMD MI300. Bon, j'élimine la modèle AMD parce que j'y ai jamais eu accès. En tout cas, c'est pas simple d'avoir accès à ce type de modèle. Par contre, on a accès à des H200 et à des RTX 6000 Pro. Donc je vais d'abord vous présenter la H200. Bon, en fait, si vous regardez bien, nous, le serveur qu'on a reçu, bah, il est arrivé avec 8 GPU. Enfin, en gros, nous, on a accès à des serveurs H200, on est un bon partenaire de NVIDIA et de Dell, et en fait, ils nous proposent des formats, des serveurs qui arrivent avec 8 GPU au format SXM. Ce qui permet d'avoir une technologie NVIDIA qui est super intéressante, c'est la technologie NVLink, qui permet en fait de pouvoir créer un méga GPU à partir de 8 puces. Souvenez-vous, il y a des modèles qui sont tellement énormes qu'il faut plusieurs GPU. Ben, en fait, c'est justement pour pouvoir faire tourner ces modèles-là qu'on peut mutualiser la VRAM et les computes des GPU pour pouvoir faire tourner ces gros modèles. Donc ce serveur, il arrive avec 8 GPU. Mais nous, on veut potentiellement les isoler, ces GPU. Et en fait, c'est tout le challenge qui nous a pris pas mal de temps dans cette infrastructure, c'est justement d'être capable de pouvoir utiliser de manière isolée les GPU. Pour cela, on s'est appuyé sur la virtualisation. Alors, vous connaissez tous le système de virtualisation. Hein. Enfin, Grégory parlait de VMware précédemment. Donc, c'est une stack de virtualisation. Il y a du KVM pour la partie open source, etc. Nous, on aime bien, pour notre cloud privé, on utilise OpenNebula, qui est un orchestrateur de cloud d'un projet espagnol, qui est open source, et qui permet d'orchestrer notamment du KVM. Donc notre cloud tourne depuis 7 ans. C'est moi qui l'ai mis en place il y a 7 ans quand j'étais recruté chez Iguane. Le cloud privé sur OpenNebula. Et donc,
en fait, notre serveur GPU avec les 8 GPU, il va servir d'hyperviseur. Donc ça va être un méga hyperviseur avec 8 GPU. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire des VM avec 1, 2 ou 4 GPU selon les besoins, que ce soit pour nos propres besoins, mais en fait, cette plateforme, on l'avait créée avant tout pour nous. Des clients nous ont dit « Ouais, mais avec votre truc, ça nous intéresse parce que nous aussi, on veut faire une IA privée. » Donc en fait, on a créé un service de plateforme d'IA privée où on pouvait servir des plateformes à partir de 1, 2 ou 4 GPU H200. Après, les 8, on dédié le serveur directement. Donc notre objectif, c'est de pouvoir fournir un GPU ou plus à une VM, de pouvoir faire du NVLink à l'intérieur d'une même VM pour pouvoir éventuellement mutualiser des GPU et interdire le NVLink sur les autres VM. Parce que bien sûr, on ne veut pas qu'une VM déborde sur le GPU qui n'est pas alloué. Donc on a découvert le partitionnement des GPU NVLink. Merci NVIDIA, mais en même temps, leur truc, il n'est pas si simple que ça. Donc, faut savoir que, j'ai oublié de faire le schéma là-dessus, mais en fait, comme j'ai dit, il y a 8 GPU. En fait, ils sont reliés par paire avec un système de NV switch, et eux-mêmes reliés par un méga NV switch qui permet de faire des paires regroupées par 4. Ils fournissent ce qu'on appelle une VM Fabric Manager qui va, elle, avoir la possibilité, le pouvoir de créer ces partitionnements et de pouvoir créer ces partitions. Et qui permet donc le pass-through des GPU sur les VM. En fait, cette VM Fabric Manager, ça embarque un process en C++, et où nous, le challenge, c'était à chaque fois qu'on redémarre l'hyperviseur, il faut d'abord démarrer cette VM pour refaire les partitions avant que les VM démarrent. On avait tout un système d'orchestration un peu compliqué. Mais un petit schéma pour vous expliquer un déploiement possible. Donc, je vous ai dit, il y a 8 GPU. Nous, c'est un serveur qui arrive avec 2 gros CPU qui ont quelques cœurs, beaucoup de RAM. Parce qu'en gros, on fait des VM, quand on prend un GPU, on alloue 288 Go de RAM par VM et 15 vCPU par VM. C'est des threads. Et donc en fait, on peut faire, par exemple, là c'est un schéma avec 2 VM 1 GPU, une VM 2 GPU et une VM 4 GPU. Et donc en fait, on a mis un ID de partitionnement. En fait, il existe plusieurs combinatoires possibles de partitionnement sur le NVLink qui va déverrouiller les GPU. Et en plus, nous, on avait la problématique des sockets, des NUMA nodes en plus, pour pouvoir avoir accès à la RAM locale du CPU pour que tout soit optimisé. Et la VM Fabric Manager, on lui a réservé un petit peu de marge de CPU qu'on n'a pas alloué pour les VM. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de déploiement et de pouvoir découper ça. Pourquoi, vous me direz, donc, pouvoir avoir plusieurs GPU? Donc, comme je vous l'ai dit, soit le modèle il est trop grand, parce que des fois il explose la taille de RAM, ou alors on a besoin de faire travailler des modèles avec beaucoup de contexte, beaucoup de requêtes en parallèle aussi. Donc on a besoin de beaucoup de contexte pour pouvoir faire du parallélisme, et ou besoin de beaucoup de puissance de calcul pour un usage très intensif. Maintenant, la RTX 6000 Pro, donc ça va aller beaucoup plus vite sur la RTX 6000 Pro. En fait, c'est la nouvelle génération. Les H200, c'est la génération Hopper, d'où le H. La RTX 6000 Pro, pour ceux qui ont eu la chance ou qui sont des gamers passionnés et qui ont acheté des RTX 5090 récemment, pour jouer, notamment, ou pour faire de la vidéo, pourquoi pas, c'est la génération Blackwell. Donc c'est la toute dernière génération de puces NVIDIA. Cette puce RTX 6000 Pro embarque plus de processeurs CUDA, donc de Tensor Core, qu'une H200. Donc on se dit, super, elle a plus de patates que la H200. Elle supporte des nouveaux formats. Je vous parlais d'un format BF16, donc sur 16 bits, 2 octets, le FP8 sur 1 octet. Et bien en fait, NVIDIA et aussi Microsoft ont fait des formats encore plus petits. Donc des formats flottants, mais sur 4 bits. Donc vous me direz, tu dis n'importe quoi, faire du flottant sur 4 bits, ça ne va pas aller très loin. Effectivement, ça ne va pas très loin, mais ça suffit pour l'IA. Et vu le nombre de milliards de paramètres qu'ont les modèles, l'impact sur la précision du modèle est moindre. Et en fait, il faut savoir que le NVFP4, ce n'est pas l'entièreté du modèle qui passe sur ce format-là, c'est que certaines parties du paramètre du modèle qui passent au format sur 4 bits. Le reste du modèle reste sur 8 voire 16 bits, donc reste précis. Son prix, parce qu'une H200 ça coûte extrêmement cher.
Alors imaginez 8 H200. Le prix public du serveur avec les 8 H200, c'est 1 million d'euros à peu près. Oui, c'est cher. Bon, on ne le touche pas à ce prix-là, mais ça reste extrêmement cher. Le prix public d'un serveur avec... qu'est-ce que je dis? Pas comme bêtise, ouais. D'un serveur avec 4 RTX 6000 Pro. Donc, bon, on pourrait en mettre 8, mais c'était 180 000 euros. Donc ça reste très cher. Mais on passe quand même de 1 million à 180 000 euros. Donc grosso modo, une RTX 6000 Pro, c'est 2,5 fois moins cher. Le prix public d'une RTX 6000 Pro, c'est 9 000 $. Alors que là, H200, c'était beaucoup plus. Donc voilà, son prix, c'est quand même vachement intéressant. Les points faibles par rapport à l'H200, donc elle a moins de VRAM. Elle a quand même pas mal, hein, 96 Go, c'est mieux qu'une H100 par exemple qui n'en avait que 80. Donc sa bande passante de VRAM aussi, c'est pas la même technologie de VRAM qu'une H200. Donc elle a une bande passante moins rapide. Donc ça veut dire que le transfert de données entre le cœur GPU et la RAM du GPU est plus lent que sur une H200. C'est embêtant pour c'est important quand même pour le truc. Et elle n'a pas de NVLink. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mutualiser des RTX 6000 Pro comme on le fait avec des H200 via le NVLink. Mais comme elle n'a pas de NVLink, on n'a pas non plus besoin de s'amuser à faire tout notre système d'isolation pour pouvoir séparer les GPU et les servir un à un. Donc on n'a pas besoin de faire de la virtualisation. Sur les RTX 6000 Pro, en fait, on est plus parti pour faire des serveurs avec le bon nombre de GPU directement, plutôt que de s'embêter à rajouter une couche de virtualisation et de faire de l'orchestration, comme on a vu le faire sur les H200. Maintenant, on va les comparer. On a fait des benchmarks. Alors les résultats que je vous présente là, c'est des benchmarks qu'on a fait il y a 2-3 semaines. Vous êtes en primeur, en exclusivité. Donc nous, parce que bon, Nvidia, ils sont forts, ils mettent des benchmarks aussi en ligne en disant ah ouais, la Blackwell, elle est plus performante que la Hopper, etc. Oui, c'est vrai. Mais des fois, ils vont comparer une inférence qu'ils ont fait en FP8 sur de la génération Hopper avec une inférence qu'ils ont fait avec leur nouveau format NB-FP4. Forcément, ça va beaucoup plus vite. Il y a 2 fois, enfin, le calcul, il est sur 4 bits versus 8. Enfin, puis sur une puce qui a été optimisée pour ça. Forcément, c'est mieux. Tant mieux d'un côté, mais c'est quand même un peu biaisé comme benchmark. Donc nous, on a fait nos propres benchmarks sur un modèle avec 3 scénarios. Premier scénario, petite requête en entrée de 500 tokens environ, à plus ou moins 75. 500 tokens générés. Sur la H200, avec du parallélisme. Donc là, en gros, on envoie une requête, puis 2 requêtes, jusqu'à 128 requêtes en même temps. Donc forcément, le throughput en tokens par seconde est plus important quand on a plus de requêtes en parallèle. Nous, ce qui nous intéresse aussi dans le cadre d'une plateforme mutualisée pour pouvoir faire, comme l'a fait Renault, notamment sur la partie chat par exemple, c'est surtout le output token par user qui nous intéresse. Alors il y a un delta quand on est à 1. C'est l'outil de benchmark qui a envoyé plein de fois une fois et la moyenne, je ne sais pas, il se perd toujours un petit peu. Mais grosso modo, tant qu'on est au-dessus de 20 tokens par seconde par user, on va dire que la performance est acceptable, ou que l'expérience utilisateur est acceptable. Donc en gros, sur une H200, on voit que pour des petites requêtes, sur un modèle de 80B, j'ai oublié de préciser que c'est sur le Qwen 3 Next 80B, on peut aller jusqu'à 128 utilisateurs en simultané, sans trop de problèmes. En tout cas, la performance sera pas mal. Sur une RTX 6000 Pro, on est moins bon, mais pas si moins bon que ça, quoi. Parce qu'on arrive quand même à au moins 64 utilisateurs et on est à 17 tokens par seconde pour 128, ce qui est acceptable, avec une latence un peu plus haute, mais pas non plus beaucoup plus haute, que ce soit le time to first token ou le inter-token latency, qui est en gros le temps entre chacun des tokens. Par contre, deuxième scénario, et là on voit l'importance d'une quantité de VRAM supérieure. Là, c'est le heavy in, small out. C'est typiquement un RAG. Gros contexte en entrée, génération de réponse en sortie. Eh bien là, on va voir que on explose le time to first token dès lors qu'on passe à 64 requêtes. Vous voyez, on passe de un peu moins d'une seconde à 19 secondes. Et après, 93 secondes pour 128 requêtes. Donc là, l'expérience utilisateur, on l'oublie. Donc sur un RAG, une RTX 6000 Pro, on va la limiter potentiellement à 32 requêtes en simultané.
Une H200, elle sera un peu meilleure, quoi. Enfin, elle sera bien meilleure, elle pourra... Mais c'est vraiment c'est là où on s'est rendu compte de l'importance de la quantité de VRAM. Mince. Du coup, dernier scénario, là c'est 10 000, 10 000. 10 000 en entrée, 10 000 en sortie. Usage typique, agentique. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais les agents, c'est du token à gogo. Hein. Le système prompt de l'agent, il est souvent costaud. Nous, on a des agents à 5000 tokens, rien que le système prompt. Et ça, c'est bien pratique, les agents, mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils bouffent du token à mort. Et donc, ce qui est important à avoir en tête, parce qu'aujourd'hui, souvent, les providers de modèles vont dire on a baissé le prix au token, etc., aux millions de tokens. Ouais, mais on a de plus en plus d'agents qui consomment, qui génèrent beaucoup plus de tokens que ceux qu'on avait quand on promptait rapidement. Le pire, ce sont les modèles de reasoning qui vous font une belle conversation. Hein, mais en attendant, qui dit une belle conversation dit beaucoup de tokens. Bref, là, c'est pareil. Au-delà de 32 utilisateurs en simultané, on explose. Et là, on est même sur du time to first token de 76 secondes ou 313 secondes. Donc, là, en gros, vous attendez 5 minutes avant d'avoir un token qui s'affiche quand vous avez 128 personnes qui vous envoient 10 000 requêtes. Bon. Après, c'était un usage ultra stressant pour un GPU sur un modèle de 80B, je le rappelle. Donc bref, le vainqueur, c'est la H200. L'explication, c'est que la H200, elle a plus de KV cache possible parce qu'elle a une VRAM sensiblement supérieure à la RTX 6000 Pro. Mais la RTX 6000 Pro reste intéressante car son coût est bien moins cher. Donc en fait, on peut en mettre plusieurs. Et ça restera moins cher. Et surtout, elle supporte un format, donc là, je n'ai pas fait les bench, tous les benchmarks, c'était sur le modèle FP8. Et en fait, comme elle a un modèle, elle supporte le NVFP4, on mise beaucoup sur le fait qu'on va pouvoir utiliser ce format de modèle pour libérer du KV cache en RAM afin qu'elle puisse mieux gérer le parallélisme. Alors pourquoi je ne vous le présente pas aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on utilise VLLM pour l'inférence, et qu'on a des problèmes les dernières versions de VLLM ne supportent pas très bien ce format, et en gros, on a eu des crashs, tout simplement. On a voulu le tester, mais on a eu des crashs. Mais en attendant, on a quand même fait les modèles, et on les a mis sur notre Hugging Face. D'ailleurs, il y a un modèle Vision qui a été téléchargé 1500 fois déjà en un mois. On est assez étonnés de ça. Donc, bilan de l'infrastructure. Bon, la H200, elle est idéale si on a des gros modèles. Qu'on a des gros contextes et qu'on a besoin de parallélisme à l'échelle. Et la RTX 6000 Pro, elle est idéale plutôt pour des modèles jusqu'à 80 milliards de paramètres, ce qui est déjà pas mal, qu'elle supporte le nouveau format, donc on a un plus de RAM et on a un coût bien moins cher. Donc c'est cool, on a notre infra. Maintenant, parlons modèle. Alors là, c'était vraiment la partie costaud du talk, la partie infra. Ça va aller de plus en plus facile après. Donc les modèles. En fait, tout ce qui est modèle open weight, souvent on entend parler de open source, mais en réalité c'est des modèles poids ouvert, pas toujours tous très ouverts sur l'aspect open source. Par contre, le catalogue, on va dire qu'il est quand même très large. C'est très facile, on en a plusieurs millions maintenant sur Hugging Face. On a un large choix de modèles disponibles, et il est assez facile de trouver un modèle adapté à son business, à son besoin, à son use case. Donc comment on déploie un modèle ? Bon, déjà, comme je l'ai dit, il faut un serveur GPU sur lequel nous, on a fine-tuné un OS pour n'avoir que les services nécessaires au bon fonctionnement des IA. Et ensuite, on met des serveurs d'inférence et un modèle. Donc à chaque modèle vient une instance de serveur d'inférence. Et donc, quand on veut déployer plusieurs modèles, on met plusieurs serveurs d'inférence. Donc notre OS, c'est une base d'Ubuntu, on y a mis les drivers NVIDIA, avec tout ce qui est pour faire les processus CUDA, etc., les dépendances, et on a rajouté du hardening sur l'OS pour faire les règles du firewall et un VPN. Notre stack, elle est tout le temps derrière un VPN, elle n'est pas exposée directement au public. Qui dit serveur d'inférence, qui dit plusieurs types de modèles, dit potentiellement plusieurs serveurs d'inférence. Là, ce que je vous ai présenté, c'est les différents types de modèles qu'on supporte. En gros, on s'est entraîné à gérer tous les cas d'usage possibles. Donc, en fait, on fait de la génération de texte, de la génération de code, des modèles de RAG. On en parlait tout à l'heure aussi, où les modèles d'Azure sont très bons.
Bon, nous, on n'y a pas accès, donc on a pris les bons modèles open-weight de RAG et on en est relativement content. Des modèles vision pour tout ce qui est vision multimodal, en gros analyse de documents et analyse d'images. La génération d'images. Là, on change. Vous voyez, VLLM, c'est pour tout ce qui est grosso modo texte. Comfy pour tout ce qui est image et vidéo génération. Le reasoning, ça reste un LLM avec VLLM. Et après, speech to text et text to speech. Eh bien, en fait, le serveur d'inférence pour le speech to text ou le serveur d'inférence pour le text to speech, c'est le serveur d'inférence qui vient avec le modèle. Comme on utilise Faster Whisper, qui est le modèle open source de OpenAI pour la voix, alors c'est Whisper le modèle open source d'OpenAI, nous on utilise une variante qui est plus performante, Faster Whisper, et Kokoro c'est pour le pendant. On a commencé des échanges avec une boîte française qui fait les meilleurs systèmes speech-to-text et text-to-speech qui s'appelle QTI, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et on a essayé de travailler avec eux pour remplacer ces deux-là par du QTI, tout simplement. Voilà. Voilà, vidéo génération, c'est le dernier truc qu'on a rajouté il n'y a pas longtemps. On s'amuse bien avec ça. Et par contre, tout à l'heure, je vous parlais d'un modèle pour faire des benches, etc. Nous, notre stack, comme on veut pouvoir potentiellement avoir plusieurs modèles, notamment sur les H200, on voulait optimiser le fait de pouvoir mettre plusieurs modèles qui tournent en parallèle sur le GPU. Et vous vous dites bien que, ok, c'est cool, mais si tu mets plusieurs modèles, tu vas avoir des problèmes de contingence d'accès au GPU. Ce qui peut ralentir ton processus, c'est quand tu vas lancer une inférence, et si tu as un copain qui fait de l'embedding en même temps, eh bien, en fait, à un moment donné, on pouvait avoir l'impression qu'on avait la réponse qui s'affichait, puis tout d'un coup, il n'y avait rien, puis elle revenait, et en fait, parce qu'il y avait une bascule, donc on a une perception saccadée du traitement. Et c'est là où on a travaillé aussi, on a trouvé un projet au fin fond des projets open source de NVIDIA qui s'appelle MPS, pour le Multiprocess Services. Et en fait, MPS, c'est quelque chose qui vient par-dessus CUDA. Et qui va... donc si on n'a pas MPS, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, on a un premier modèle qui prend le GPU pour lui. Par exemple, c'est un modèle qui va utiliser pas tout à fait 100% des ressources du GPU, mais surtout, il va le bloquer 60% du temps. Puis, le deuxième modèle arrive. Lui, il utilise quasiment rien du GPU. Par exemple, un modèle d'embedding, il n'utilise rien. Mais lui, il va le prendre 40% du temps. Mais en fait, si on met MPS, ce qui se passe, c'est qu'il va fusionner des jobs potentiellement de deux modèles en parallèle dans le but de les faire tourner en même temps sur le GPU. Ainsi, en fait, on va unifier l'utilisation et donc là, on va essayer d'utiliser un maximum à 100% les ressources du GPU, 100% du temps. Et donc, déjà, on est plus efficient et surtout, on a une meilleure fluidité des traitements. Donc, moins de perception, donc une meilleure expérience utilisateur et moins d'aspects saccadés dans les ressources. Ça, on l'avait mis en place et ça a vraiment changé la perception de l'utilisation de la plateforme. Donc c'est bon, maintenant on a déployé nos modèles. C'est cool, mais une fois qu'on a nos modèles, il faut quand même pouvoir les exploiter et notamment les opérer. Donc on a rajouté plein d'outils. Et on aime bien les outils en général quand on est architecte, notamment architecte tech. Et donc le premier outil primordial pour pouvoir opérer tout ça, c'est l'orchestrateur. Enfin, ce que nous on appelle l'orchestrateur. En fait, c'est le système d'administration des modèles. C'est là où on va piloter à la fois donc la gestion des modèles et ça nous sert aussi de Endpoint API qui a l'avantage, LightLLM, de proposer un Endpoint API OpenAI compatible. Ce qui fait que si vous avez déjà développé des applications en utilisant du OpenAI par exemple, vous avez juste 3 paramètres à changer dans votre code et ça permet de basculer sur votre plateforme privée. L'orchestrateur, il gère aussi les users. Donc en gros, c'est lui qui va gérer les clés d'API et qui va aussi, on peut faire une gestion de budget, on peut simuler un budget, on peut allouer du coup des budgets, donc on peut faire des équipes et leur donner un budget. On peut faire du coup, on peut dire tel modèle il coûte tant au million de tokens et donc allouer des budgets, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et il permet de faire donc le routing des modèles et surtout il fait office de load balancer. Par exemple, on pourrait avoir plusieurs fois le même modèle déployé sur plusieurs serveurs d'inférence, sur plusieurs GPU et lui il va load balancer les requêtes.
Donc c'est cool, on a un équivalent d'OpenAI, puisqu'on a un endpoint API OpenAI avec cette infra. Mais ce n'est pas suffisant en termes d'outillage. Donc nous, on a rajouté de la supervision intégrée à la plateforme. Donc nous, on a fait une stack de supervision chez Iguane pour l'ensemble des équipements de notre plateforme à base de Prometheus et de Grafana pour la visualisation, avec du Victoria Metrics pour la base de données long terme de rétention des points. Ce qui nous permet, dans le cadre de l'IA, de récupérer les métriques hardware et LLM. Et donc en fait, on a à la fois sur un dashboard tout ce qui concerne le GPU, sa température, sa conso électrique. On a même fait un petit dashboard d'équivalent CO2 en nous connectant directement à Electricity Map et on fait une règle de 3 par rapport à ce qu'on consomme et on a accès à ça, donc si c'est bas carbone ou pas. Et on a accès aussi aux métriques d'usage du LLM. Donc en gros, le time to first token, le end token latency, le nombre de requêtes en cours. Et on a rajouté aussi tout ce qui est tracing des applications. Donc ça, c'est important dans le cadre du debugging, de pouvoir tracer ce qui se passe, notamment si on a des soucis. Et donc la mesure d'empreinte carbone, comme je l'ai fait. Et après, on a rajouté des outils pour les développeurs. Parce qu'en fait, le premier usage de la plateforme, c'était et pour faire mieux les docs, et aussi pour faire notre propre copilot, parce qu'on ne voulait pas utiliser GitHub Copilot, pour des raisons de propriété intellectuelle. Donc en fait, on a fait un serveur de configuration de l'extension continue qui permet de déployer à distance chez tous les développeurs dans leur IDE la bonne conf avec les bons modèles de l'IA privée sans avoir à passer sur tous les postes de travail. Et bon, là, c'est vieux, mais au début de Ollama, quand on était développeur, souvent on avait un petit Ollama en privé qui tournait. C'était pas la même API que OpenAI, et on avait des petites applications qui étaient sympas pour nous, qu'on voulait utiliser, qui ne parlaient que du Ollama. Et on voulait pouvoir les utiliser avec notre stack qui parle OpenAI, donc on a fait un traducteur de Ollama vers OpenAI. Aujourd'hui, qui ne sert plus à grand-chose, mais qui avait le mérite d'exister. Et récemment, on a rajouté des outils pour les data scientists. Donc c'est tout ce qui permet de faire du fine-tuning ou de l'entraînement de modèles. Là, c'est intéressant pour fine-tuner ou entraîner des petits modèles pour un usage bien précis à l'échelle d'une entreprise. Par exemple, quand on a, je sais pas, on veut améliorer son support utilisateur, on peut créer un dataset à partir des données qu'on a de son support client et on peut réentraîner ainsi un petit modèle qui va être très très bon que pour cette tâche-là. Mais ça évite d'avoir à utiliser un gros modèle LLM pour un usage très précis et donc permettre d'optimiser les ressources, par exemple. Donc on met à disposition des data scientists ce modèle studio et aussi un outil plutôt pour évaluer les modèles et les prompts. Ça, c'est important dans le cadre de l'amélioration continue. Un nouveau modèle sort, est-ce qu'il est pertinent ou pas pour mon use case? Eh bien, avec un outil d'évaluation, on peut savoir si son workflow va être impacté ou non par le modèle en faisant un test, tout simplement. Moi, je me souviens avoir discuté avec des gens de chez Partout qui ont sorti un assistant qui s'appelle Jim pour du SEO de retailer. Ils utilisaient une version d'OpenAI GPT 3.5. On leur dit il va être end of life bientôt. Migrer sur le 4, ils n'ont pas du tout pensé à l'impact potentiel. Ils ont migré directement et en fait, 2 heures plus tard, ils se sont rendus compte d'avis négatifs de gens immédiatement et ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, c'est juste que nouveau modèle dit nouveau système prompt à faire et impact potentiel. Donc, évaluer, c'est important. Là, on a vraiment une plateforme complète. On a bien l'infra, les modèles, les outils d'exploitation, un endpoint API, c'est bon, maintenant on peut déployer des applications. Et nos clients, la plupart du temps, comme beaucoup de personnes avec l'IA en France, c'est ok, c'est cool, mais en vrai, je fais quoi avec l'IA quoi super, bon, on peut mettre des trucs sympas, donc c'est cool. Et puis on est toujours dans l'optique on a refait OpenAI, donc OpenAI, c'est pas qu'une API maintenant aussi, OpenAI est surtout connu pour ChatGPT. Et donc, OpenAI a plusieurs applications. Bon, bien sûr, ChatGPT, les GPTs et Operator, un SDK et puis plein d'autres trucs qui rajoutent régulièrement. Maintenant, on peut faire nos courses, etc. On n'en est pas là avec le nôtre, mais ce n'est pas non plus leur mission. Nous aussi, on a fait des applications. Bon, on a fait un chat, logique. On a fait un truc qui est super cool pour nous, c'est un assistant directement dans Slack. Alors Slack propose son IA, mais nous, en fait, on ne voulait pas utiliser l'IA de Slack, donc en fait, on utilise la nôtre. Mais en fait, cet assistant de Slack, c'est tout ce qu'on peut faire dans le chat, donc toutes les capacités de la plateforme que je vous ai présentées, génération d'images, etc., directement dans Slack, mais en plus, on l'a plugué avec des outils sympas, donc il fait la recherche sur Internet,
comme on a un modèle de syncing, il fait un deep research. On l'a plugué à notre RAG qui s'appuie sur un outil open source qui s'appelle Onyx. Et donc en fait, on a accès à toute notre base de connaissances directement dans Slack. Cet assistant, il a accès, comme il est dans Slack, en fait, il a accès à tout le canal, à l'historique du canal. Donc on peut l'appeler à tout moment pour faire un résumé, etc. Et en fait, on va l'open sourcer. Et donc en fait, on veut pouvoir rajouter des outils régulièrement. Par exemple, nous aussi, on utilise Jira. Bah, l'idéal serait une conversation avec un client. Bah, vas-y, fais-moi le ticket Jira. Ou et ça s'échauffe un peu sur le canal. Vas-y, on prend rendez-vous calendar, etc. Et ça directement en utilisant notre modèle. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a fait Slack, on est en train de discuter avec des clients et beaucoup de gens sont sur Teams. Donc on va essayer de sortir une version sur Teams. Donc il n'y aura pas toutes les features de Slack parce que ce n'est pas du tout pareil, mais on va essayer de proposer ça, en tout cas sur Teams aussi. Pour faciliter l'adoption, on a mis en place un App Store. En gros, on propose sur un store des applications un peu curated qui permettent aux équipes de pouvoir déployer facilement, par exemple, un N8N directement avec la stack ou des choses comme ça. Et bien sûr, on peut brancher sa propre application avec l'API, comme j'ai dit. Donc, quelques idées si vous voulez vous faire aussi votre stack, parce que c'est sympa. Donc pour faire un chat, il y a du OpenWebUI. Bon, mais maintenant, il y a aussi le Slack Assistant qui va être open source. En RAG, nous, on aime bien Onyx, RAGflow. J'utilisais beaucoup DeFi aussi au début, mais finalement, je suis devenu fan de Onyx et de RAGflow, notamment Onyx, qui est très fort parce qu'il y a beaucoup d'intégration avec des bases de connaissances. En web search, Perplexica qui répliquait un peu un Perplexity-like. Et sur la génération d'images et de vidéos, ComfyUI. Bon, par contre, là, il y a un petit temps d'adaptation et un petit coup d'entrée, de prise en main de ComfyUI qui est très puissant, mais c'est un système de workflow pour faire de la génération d'images. Il faut s'y connaître. Hein. C'est un peu velu, mais c'est cool, on s'amuse bien. Et pour les agents, N8N, que je ne présente plus trop parce que c'est beaucoup utilisé aussi aujourd'hui, ou CrewAI, plus pour l'aspect développement, avec tout ce qui est LangChain, etc. Petite mise en pratique, je ne sais pas combien de temps il me reste. Le temps que les pizzas refroidissent, moyennant le dernier. Moyennant Guillaume, ouais. Je vais aller vite. Donc nous, en fait, plutôt que de vous parler d'un énième chatbot, nous, on a fait un agent qui est capable de résoudre des incidents en production. Nous, on gère des prods, hein, donc on veut pouvoir se connecter. Donc en fait, on a fait carrément un système multi-agent qui se compose en fait de 3 agents. On a un alert manager dans notre système de métrologie. Il se passe un problème en prod. On scrape régulièrement des métriques sur les serveurs de production. Il détecte un problème. Bon, il envoie l'alerte à notre système d'astreinte sur PagerDuty qui nous crée un incident dans Jira. Et bien, dès que le ticket Jira il est créé, ça va déclencher notre système multi-agent qui va actionner d'abord l'agent de métrique qui va lui récupérer les métriques sur notre système de métrologie qui s'appelle Sysmology. Notre log agent qui va lui récupérer les logs. En gros, ils prennent la dernière heure de métrique et la dernière heure de log. Lui, il va prendre sur notre outil de métrologie, de la partie log, c'est journalogie. On n'est pas très doué dans les noms, mais en gros, journalogie, sysmologie, c'est pour métrique et log. Ces 2 agents vont analyser localement cette heure et faire un premier rapport au juge qui, lui, via MCP, va se connecter sur un serveur MCP qu'on a développé nous-mêmes sur le serveur de production pour finaliser son diagnostic, faire son diagnostic et éventuellement exécuter des commandes qu'on aura curated. C'est-à-dire qu'on va lui donner un set de commandes qu'il a le droit d'exécuter sur la machine de production parce qu'on est à l'aise à l'idée qu'il le fasse. Bon, au début, c'est plutôt tu fais ton rapport et puis tu nous dis ce que tu veux. Il fait sa chose et s'il est capable de résoudre, il résout l'incident. Sinon, au moins, il a pu faire une première investigation et surtout, il nous poste un rapport dans Slack et dans Jira immédiatement post-résolution. Le tout en utilisant la stack. On a fait une petite vidéo qui met en pratique cela. Donc en gros, on a un incident qui arrive en production. Ça nous crée un ticket dans Jira. On le voit, l'espace disque, on a simulé en gros un espace disque qui se remplit très très vite sur une machine. C'est là où en fait, on a un Nightwatch qui s'active. Donc il s'active très très vite. Là, on récupère les logs. Là, on se connecte à MCP. Et donc ce qui se passe,
En gros, ça a pris quelques secondes pour qu'il se déclenche. Donc, voilà, là, le juge a vu, qui confirme, il exécute un DF sur le disque, et donc il a vu 100% d'usage du disque sur le slash, en plus, c'est pas cool. Et donc, en gros, il récupère aussi, il essaye de trouver les fichiers qui sont trop gros, enfin en tout cas les dossiers qui sont trop gros. Et il décide d'exécuter un log rotate sur les fichiers de log parce qu'il a détecté que c'était un problème au niveau des fichiers de log. Donc il fait le log rotate et il s'assure que ça... donc ensuite il va réexécuter la commande DU pour vérifier que c'est bon. Et donc là on est passé de 100% d'usage du disque à 59% suite au log rotate. Donc là en gros la situation est rétablie, l'incident est résolu et il peut envoyer donc son rapport d'incident à la stack. Donc là, on a grosso modo en 3 minutes un incident en production qui est bénin. Hein. En gros, un disque plein, c'est tout con. Mais de nuit à 4h du mat, ça va réveiller le mec d'astreinte. Donc déjà, ensuite, il faut qu'il se réveille, puis qu'il se connecte, qu'il fasse son diagnostic. Donc c'est déjà passé largement plus que 3 minutes pour tout ça. Puis qu'il dise ce qu'il a fait. Et en général, il ne dit pas tout ça dans son rapport d'incident. Puis déjà, s'il y a un rapport d'incident, des fois, c'est cool. Et là, au moins, en fait, on a un rapport vraiment complet avec même des recommandations, etc., de bien penser à configurer correctement le log rotate, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ça va vraiment nous simplifier aussi la vie au niveau des astreintes, des incidents un peu bébêtes, mais qui peuvent se répliquer. Donc, quand on gère des milliers de serveurs, forcément, il y a toujours des serveurs qui sont dans cette situation-là. Et surtout, ça améliore aussi la qualité perçue, parce qu'on a un vrai rapport. Et si l'agent ne peut pas intervenir, parce que comme je l'ai dit, c'est sur un set de commandes limité, au moins l'agent qui va se réveiller la nuit, il a déjà un premier diagnostic à vérifier, mais il a déjà des éléments concrets d'analyse. Et donc il y a quand même un gain de temps dans la résolution de l'incident. Voilà, donc on s'amuse bien. Je vais passer à la... Donc voilà, c'est simple, une stack IA. Et c'est fini. Merci beaucoup. Faut vendre ta solution à Cloudflare. Je pense que ça va leur servir pour éviter les incidents là. Ouais, mais c'est souvent le DNS, non? C'est pas ça là. Ouais. L'espace disque aussi, ça marche.